Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir l'auteur-compositrice-interprète Natch à l'occasion de son 4e album, Peau neuve, un album magnifiquement écrit qui sort le 20 octobre, qui m'a donné des frissons tout le long. Anna Chedi, de son vrai nom, c'est aussi une amie de mon ami Steph, et les amis de mes amis sont mes amis. Je suis donc ravie d'entendre aujourd'hui ton échec et surtout les leçons que tu en as tirées. Hello. Hello. Toutes les deux, on va parler du chaos qui a précédé Peau neuve et presque de la nécessité de la vie de tout remettre à plat en réalité pour toi, non? Ouais, c'est ça. En 2020, ma vie a basculé, c'était fou. Tu m'étonnes, pas la seule. Ouais. Et comme beaucoup de gens, ouais, évidemment. Et donc je me suis séparée, une rupture avec quelqu'un avec qui j'étais pendant 10 ans. Donc évidemment un déménagement. Et en même temps, ce qui est dingue, c'est que comme si la vie un peu s'était organisée pour que tout s'écroule en même temps. Mon contrat chez Polydor dans ma maison de disques s'arrêtait, mon contrat chez Warner, mes éditeurs s'arrêtaient, j'avais plus de tourneur vraiment. Donc en fait, je me suis retrouvée du jour au lendemain sans aucune attache, que ce soit affective, professionnelle et tout ça. Donc c'était complètement dingue. Je suis repartie, c'était vraiment le chaos, quoi, dans ma vie. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu te sépares, donc ça fait 10 ans, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a d'abord peut-être un soulagement de se retrouver, ou alors tu perds tes repères? Non, c'était une séparation très douloureuse, très très dure, assez violente. Donc non, j'étais pas du tout soulagée. Là, j'ai été vraiment hyper... je me suis dit en fait je me suis rendu compte qu'il fallait que j'étais morte quelque part, que Anna d'avant, cette Anna là jusqu'à 2020 était morte. Voilà, c'était un deuil, quoi. Deuil, mais un deuil dans le sens où c'est pas juste cette relation, c'est cette vie, en fait. Cette vie que j'avais projetée, même avec des enfants et tout ça. Il faut que je puisse faire le deuil de ce personnage que j'avais construit quelque part. Et que donc non, au début c'était très très dur. C'est ouf ce que tu dis, parce que on parle beaucoup du deuil d'une personne, mais un truc dont on parle pas, c'est très juste, et je crois qu'on l'a toutes vécu, c'est le deuil de la vie que t'imaginais avec la personne. C'est hyper intéressant parce que moi, en fait, je me suis rendu compte assez rapidement. Après, je me suis posé la question de, ok, en fait, c'est quoi en fait qui me rend malheureuse, et c'est quoi ce deuil en fait? Et je me suis rendu compte que ce deuil, c'était le rêve de la petite fille que j'étais. Et le rêve de la petite fille que j'étais, c'est un rêve qui est évidemment construit par la société, par l'éducation, tout ça, tout ce qu'on nous dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Et donc j'avais organisé ma vie pour être dans ce scénario de rêve entre guillemets, et donc j'étais dans ce scénario de rêve qui s'écroule d'un coup. Et là je me dis mais non, mais c'est pas possible en fait. Puis t'avais tout bien fait pour que ce soir. Tout était parfait, c'était la maison, le chéri, machin, enfin voilà, tout était parfait, mais en fait non, ça allait pas. Il y avait un truc qui allait pas, parce que ce rêve, c'était le rêve de cette petite fille, mais c'était pas le mien. Et donc en fait, cette traversée du désert qui a duré après 6 mois, où j'ai écrit et composé cet album, et ça m'a fait en fait identifier vraiment quel est vraiment mon rêve, et surtout qui je suis vraiment profondément en fait. Putain, c'est dingue, parce que t'as fait vraiment le travail d'une analyse chez un psy en réalité, toi, en écrivant. Ouais, exactement. Exactement, parce que en fait j'ai commencé à écrire en me disant ok, de quoi je veux parler. Et donc cet album il parle vraiment de renaissance. C'est chaque chanson est une renaissance quelque part, et c'est une mise en abîme un peu constante. Et en fait c'est la lumière, quoi. En fait je me suis dit mais en fait dans ce chaos, dans le nuage, quoi, dans le nuage chaotique, il faut que je trouve la lumière. Il faut que je trouve la lumière. C'est elle qui va m'aider à me remettre dans la vie. Et donc à essayer de me dire ok, en fait si je suis toute seule, si j'ai plus rien, j'ai plus d'attache, je suis toute seule, est-ce que je vis encore? Oui, je vis encore, mon cœur il bat, je suis là. Et qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Et je me suis rapprochée de l'essentiel, de mon essence pure, quoi. Et pas de il faut que je fasse ça, ou je dois correspondre à ça, ou ça va me rassurer d'être comme ça, quoi. Et puis un truc aussi, lorsqu'on vit longtemps à deux, tout d'un coup, on commence à n'être plus qu'un, même dans sa tête. Exactement. Et il y a quelque chose qui se produit tout d'un coup quand on est toute seule. On se rend compte qu'on avait des désirs solo, qu'on avait un peu mis de côté. J'imagine que tout d'un coup, tu te poses la question aussi donc, comme tu le dis, qu'est-ce que je veux, qui je suis. Tu dois redécouvrir une partie de toi aussi, non? Ouais, des désirs, et aussi des choses qu'on voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, quand on est avec l'autre et qu'on est dans cette fusion affective, on annihile des mots.
on annihile des maux, on annihile des inconforts, des peurs. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais en moi beaucoup de peurs. J'avais en moi aussi des croyances limitantes. J'avais en moi des complexes, des choses en fait, et par cet amour qui me rassurait quelque part, et cet homme qui me rassurait, bah ça annihilait quelque part, ça mettait de la pommade sur un truc que je voulais pas voir. Ah ouais. Et quelque part, le fait de me confronter aussi à cette réalité, quoi. Je me suis aussi, à la fois, il y a mes désirs profonds qui ont commencé à reprendre la lumière, mais il y a aussi ce truc de, mais en fait, j'ai quelque part, enfin, toutes ces blessures intérieures très profondes dessus, quoi. qui reviennent à la surface et en fait, et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai une gratitude absolue avec ce que j'ai vécu, c'est qu'en fait, sinon, j'aurais étouffé, j'aurais mis sous le tapis encore tous ces trucs-là, et j'aurais pas pu être totalement épanouie. Donc en fait, c'était bien. Putain, c'est dingue. C'est trop beau d'imaginer que tout ce chaos-là, t'as réussi avec du recul et du temps, hein, je crois que c'est la seule chose qui marche vraiment, à trouver du beau là-dedans. Ah ouais. Donc, il y a ce moment-là où tu dois chercher un appartement. Ton tourneur t'annonce que ça se termine, Polydor se termine. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Est-ce que tu dis tout de suite faut que je parte? Ouais, en fait, je me dis ok, Anna, t'as plus rien. La vie, tout est mort autour de toi, quoi. La vie d'avant est morte, ok. Donc j'ai même écrit une chanson que j'ai pas mise sur mon album et qui s'appelait Me voilà de retour et je disais me voilà de retour dans cette maison vide où nous avons vécu des bonheurs invisibles et en fait j'avais l'impression de revenir dans une vie fantomatique, quoi. C'est-à-dire une vie où on voit le décor d'avant. Mais en fait, tout est mort, quoi. Lui, il est mort, moi, je suis mort, tout est mort. Et je me suis dit, ok, en fait, je ne peux pas, il y avait des confinements en plus et tout ça, et je ne voulais pas, je n'arrivais pas à me réinscrire dans une vie. Donc, je ne voulais pas prendre d'appartement. J'arrivais pas à me dire, ok, je vais me remettre dans un endroit, je vais me recaser quelque part, quoi. Et puis c'était tout de suite trop la réalité aussi. Exactement. J'avais besoin de rester dans ce côté, cette parenthèse un petit peu fantastique quelque part. Et donc, je suis partie pendant 6 mois composer mon album. Donc j'ai pris mon clavier dans le dos, mon ordi, mon micro, et je suis partie pendant 6 mois, toute seule, dans la nature, dans des petites cabanes, donc dans la Drôme, dans les Cévennes, au Maroc aussi. Pendant 6 mois toute seule, écrire et composer cet album. Putain, c'est courageux parce que dans ces cas-là, moi, par exemple, moi, après une rupture, j'ai la peur de l'abandon et je me sens tellement seule, j'ai besoin d'être entourée. Et toi, t'as réussi à faire le truc inverse en affrontant tes peurs, en réalité. Exactement. Parce qu'être toute seule après un deuil, c'est courageux aussi. Ouais, mais je pense que c'était ma seule manière de m'en sortir. Ah ouais. Parce que justement, je voulais plus annihiler. En fait, je me suis dit, ok, si se passe cette explosion, c'est qu'il y a des dysfonctionnements dans ma vie. Okay. S'il y a des dysfonctionnements dans ma vie, c'est que j'ai des dysfonctionnements intérieurs. Donc, il faut que je me confronte à ça. Et c'est très dur. Et ça a été très, très dur. Il y a eu des moments extraordinairement magnifiques. J'ai beaucoup randonné, j'ai beaucoup marché dans la nature. Et ça, c'est des moments d'une beauté. Et ça m'a redonné la vie aussi. D'être dans la nature, d'être au contact de la vie, du vivant, ça m'a redonné la vie. Donc ça, il y a un morceau dans mon album qui s'appelle Vivante et qui parle de la planète. Pour moi, Vivante, c'est la terre-mère. Cette mère m'a redonné la vie, quoi. Vraiment. Il y a vraiment une renaissance avec ça aussi. Mais, j'ai vraiment eu, j'avais besoin, quoi. J'avais besoin de me dire, ok, Anna, qui t'es, en fait? Qui t'es quand t'es toute seule dans la nature? Il y a personne. Il y a pas ta famille, il y a pas ton mec, il y a pas les gens avec qui tu bosses. Qui tu es, quoi? Et alors, comment tu te redécouvres? Parce que quand tu sais plus qui t'es, bon, ok, t'as une petite maison dans les Cévennes, c'est stylé, hein, on s'entend, mais comment tu fais? Eh ben, tu fais rien, tu flippes, grave au début. Tu fais, mais le bruit, la nuit, le bruit, la nuit, y a rien, y a personne. Tu dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais tu dis, mais putain, mais je suis en vie, putain. Je suis en vie, je suis dans la nature, je suis là, j'existe, ok, je suis pas morte, quoi. Tu vois, il y a déjà ça, je pense, au début. Je suis pas morte. En fait, j'ai une force intérieure, je me rends compte, je suis là, je suis toute seule, j'arrive à être là, à être toute seule, j'ai une force intérieure, ok. Je vais pouvoir m'en sortir. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je le fais, quoi? Et ça t'a donné de la créativité aussi. Eh ben voilà, et évidemment. Et ça a été la source de Peau-Neuve, ça a été la source de cet album où j'ai écrit toutes ces chansons-là, qui sont vraiment des chansons aussi qui parlent de résilience et qui parlent aussi de une nouvelle manière de voir et de vivre, de voir la vie et de vivre, quoi. Donc ouais, cet album m'a sauvée. Enfin, cet album au-delà de m'a sauvé, cet album m'a fait renaître et cet album parle de renaissance. Donc en fait, pour moi, c'est une mise en abîme, c'est un album très important dans ma vie. C'est vraiment un album, je pense que c'est un album qui
c'est le premier jour du reste de ma vie, quoi, cet album, quoi, un peu. Et en plus de ça, et tu peux être fier cette fois-ci, tu crées ton label, tu produis toi-même. Ouais. Je crois que tu fais les arrangements aussi. Ouais, dans la cabane, t'as tout fait. Ouais. Ben, en fait, je me suis dit, j'ai vraiment envie de retrouver aussi ma force intérieure, parce que quand on est en couple, il y a aussi un truc aussi, quand je te parle d'annihiler un peu, il y a un truc un peu aussi où on est un petit peu infantilisé, oh chérie, tu peux de ouf. Voilà. Et en fait moi j'avais besoin de retrouver mon pouvoir, me dire en fait j'ai de la force. Je vais arriver à affronter cette vie même si je suis pas en couple. Même si je suis pas avec cet homme, et ben non, je vais pas devenir complètement fébrile, inutile, et non, j'ai un pouvoir de dingue, je le sais. Je le sens et je le sais. J'ai ce soleil intérieur, ce soleil dans le ventre. Il y a un morceau qui s'appelle Soleil dans le ventre qui parle vraiment de ça aussi, cette force intérieure. Et donc je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours eu envie de réaliser mes albums. Je l'ai jamais fait parce que j'avais toujours des maisons de disques qui me disaient non mais t'es une chanteuse, tu vas pas en plus laisse faire les pros. Mais bah tu m'étonnes, ils avaient de la thune à prendre. Non mais et puis aussi il y avait ce truc de, je pense que eux avaient peur, c'est aussi des croyances limitantes. La meuf elle est chanteuse, elle est autrice compositrice, elle va pas en plus faire ses clips et réaliser ses disques. Et en fait je me suis dit mais attends Anna, ça y est maintenant. T'as repris ton pouvoir là. Donc si t'as envie de réaliser ton album, faire les arrangements, de produire ton album et de monter ton label, tu vas y arriver. T'as réussi à vivre 6 mois toute seule dans la nature. C'est clair. Donc faire ça franchement c'est rien quoi. C'est dangereux après une femme qui reprend sa liberté et qui sait tout le monde ce qu'elle veut et qui a le pouvoir enfin. Ouais, et puis le retour, les résultats sont incroyables. C'est-à-dire que là, déjà pour moi, Peau Neuve n'est pas sorti encore. On se parle, on est en juillet, ça sort dans quelques mois. Mais Peau Neuve, pour moi, est déjà un succès. Parce que c'est déjà tout gagné. Tout ce que j'ai fait, ça va me servir toute ma vie. Et je suis très très fière de au-delà de moi, je suis fière d'avoir réussi à faire ça. Et donc pour moi c'est déjà un succès. Donc en fait c'est que du positif quoi. Ouais, c'est clair. Il y a quelque chose qui est très déroutant, mais je me suis rendu compte, moi j'ai perdu mon papa, c'est vraiment l'épreuve la plus terrible de ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'étais courageuse. C'est pas en lançant la leçon ou en faisant des soirées, des machins, des trucs. Il y a eu 1000 trucs où j'aurais pu me dire ouais, qu'est-ce que je suis courageuse. Non, en fait, c'est dans le moment le plus terrible où justement on est à poil émotionnellement qu'on se rend compte en fait de ce qui reste quoi. Et parfois j'ai l'impression que c'est étonnant, mais la vie par les pires épreuves te permet de voir ce qu'il y a de plus beau en toi. C'est un peu cucu ce que je dis, mais c'est vrai. Et tu sais, les enterrements par exemple, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois à des enterrements d'avoir il y a eu des moments, il y a des moments de grâce, tu vois, parce qu'en fait ou quand tu perds quelqu'un de très proche et tout, t'as des appels de vie quoi. C'est-à-dire qu'en fait puisque t'es si proche de la mort quelque part, c'est pour ça que les naissances sont des moments incroyables, parce que la naissance c'est proche de la mort, une naissance. La vie est proche de la mort est proche de la vie tout le temps quoi. Et c'est cet endroit en fait très ténu entre les deux endroits, la mort et la vie, qui où il y a des vrais moments de grâce en fait quelque part. Et c'est vrai que souvent on dit que pour avoir expérimenté la métamorphose, il faut avoir expérimenté la nuit noire de l'âme quoi. C'est-à-dire que c'est beau ça. Il faut avoir expérimenté vraiment l'ombre pour vraiment accéder à la lumière. Et c'est vrai parce que de toute façon, il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc c'est pareil quoi. Et je pense que c'est pour ça que c'est quand même faut pas avoir peur de mourir. Enfin, en fait, si t'as plus peur de mourir, t'as plus peur de vivre quoi. C'est vrai quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est un peu la même chose ouais. Ouais, c'est clair. Et puis toi là-dedans aussi, ça te prouve que même dans cette épreuve-là, t'as réussi à affronter le truc, à rester droite. Bon bah après, tu sais que tu peux tout affronter en gros. Ouais, après je sais que quand je vais perdre mes parents, quand je vais avoir enfin on sait pas ce qui va se passer, tu vois, mais il y aura des épreuves dans ma vie où ça va être très dur évidemment encore, et puis encore j'aurai des renaissances et tout ça. Enfin, pour moi, il y a jamais un endroit où t'es arrivé, tu te dis moi c'est bon, ça y est, j'ai tout compris. Là je sais que j'ai passé un énorme step et que j'ai ouvert des portes de perception et je me suis libérée à des endroits hyper importants, c'est sûr. Mais je sais qu'il y a encore plein de révélations. Heureusement, et sinon ce serait chiant, ça, tu sais. C'est sûr. Ça y est, j'ai tout appris. En tout cas, je me sens pas du tout invincible et je me sens pas du tout non plus totalement complète. Mais par contre, je sens qu'il y a une évolution extraordinaire et je sens surtout qu'il y a une libération extraordinaire et qui en plus peut déteindre sur les autres. Et c'est ça qui me plaît vachement aussi. C'est que j'ai l'impression que le fait moi, je pars toujours du principe que la chose la plus inspirante, c'est l'action. Dans le sens où quand tu fais quelque chose, quand tu
quand tu voilà, avoir des concepts philosophiques et dire oh ça c'est super, ça c'est génial, ça c'est machin, c'est un fait. Mais par contre, l'appliquer dans ta vie. Ouais. C'est le plus courageux, clairement. Bon, c'est courageux et puis surtout, ça a beaucoup plus d'impact sur l'extérieur. Parce que en fait, tu le fais. C'est pas que tu le penses ou que tu le dis, c'est que tu le fais. Tu vis comme ça, quoi. C'est presque une philosophie quelque part. Et en fait, ça a un impact. Ça a un écho, quoi, quelque part, un peu. Ça fait un peu des petits. Et moi, il y a plein de gens qui m'ont inspiré. La liberté, moi, je suis obsédée par la liberté. Je regarde énormément de documentaires sur des artistes, sur des gens qui ont eu des destins incroyables et qui ont justement repoussé les limites de plein de choses. Il y a quoi qui t'a marqué récemment? Ça m'intéresse. Il y en a plein. Oh là, il y en a tellement. Mais je regarde des docus sur Nina Simone, je regarde des docus sur Gandhi, des docus sur très bon chanteur lui aussi. Bowie. En fait, des gens qui sont allés loin dans qui ont repoussé les portes, enfin la liberté, quoi, et qui ont trouvé un espèce d'endroit de liberté, voilà, un endroit de liberté, et donc qui aussi ont fait avancer un peu pour moi les mentalités, parce que pour moi la liberté, repousser la liberté et mettre en valeur et en lumière la liberté, aussi notre pouvoir quelque part, parce que c'est un peu la même chose, je pense. Et ben c'est inspirant et ça élève l'autre, quoi. Moi je trouve. Donc moi c'est un truc que j'ai envie de porter en moi, quoi. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui a changé en toi aujourd'hui? Est-ce que tu vois un changement concret sur qui tu es? Ouais, complètement. Je suis beaucoup plus douce avec moi-même. Ah ouais. Je m'aime beaucoup plus qu'avant. Je m'accepte beaucoup plus qu'avant. Waouh. Et Tu vas me donner l'adresse de ton cabanon, je peux t'aller voir d'ici ces jours. Avec plaisir. Ouais, parce qu'en fait, je me rends compte qu'en fait, comment dire, c'est dur, quoi, l'existence, quoi. C'est vraiment dur, l'existence. C'est quelque chose de dur. Et qu'en fait, j'ai l'impression que le truc le plus important, on a toujours l'impression qu'on voit la grande image comme ça. Et justement, quand on parlait du rêve de cette petite fille, elle voyait la grande image et elle voulait être belle, elle voulait être intelligente, avoir de l'argent, avoir un mec, avoir une belle maison, avoir des amis, que tout aille bien dans sa vie, dans son machin. Elle voulait ça. Donc elle avait cette grande image à ce tableau magnifique. Et en fait, elle est passée à côté de plein de choses. Elle est passée à côté de sa vie, dans le sens où elle était tellement obsédée par ce but qu'en fait, elle regardait plus ce but, cette image idéale, que les petits moments de sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Les petits moments cons, hein. Boire un coup avec quelqu'un, regarder un film, échanger un regard, faire de la musique. En fait, et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans ce truc de me dire, mais attends, ne pense pas à l'image absolue. Elle n'existe plus, cette image, pour moi, absolue. Moi, quand je regarde loin, je vois du rien. Je vois du rien. Ça m'intéresse pas. Ouais. Je me fais aucun plan sur la comète. J'ai aucun but. Par contre, tous les jours, je suis portée par quelque chose et je mets en action par rapport à des choses qui sont importantes pour moi aujourd'hui, quoi. Tu vois? Mais c'est ça la plus grande liberté, en fait. Je pense. Toutes. Ouais. Pour moi, c'est ce chapeau, tu vois, j'aimerais faire la même chose et j'y arrive pas encore. C'est se libérer de ce qu'on espère pour soi. C'est ça. Ce qu'il faut faire pour arriver à. C'est ça. Et on oublie que il y a qu'aujourd'hui qui existe et qui compte, quoi. Et parfois c'est dur parce que tu vois, par exemple, quand on a des sentiments, moi je suis dans cet état d'esprit maintenant, tu vois, je suis plus trop frustrée ou triste et tout ça, parce qu'en fait je me dis ok, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un autre truc où ça sera mieux, où ce sera autrement, et c'est pas grave en fait. C'est pas pour ça que ma vie est pourrie, c'est pas pour ça que je suis une merde, enfin tu vois. Donc calmons-nous, tu vois. Mais parfois je suis encore aujourd'hui dans un truc où ça c'est ma nouvelle quête un peu. C'est comment faire quand t'as des sentiments. Alors pour quelqu'un ou pour quelque chose ou pourquoi, j'en sais rien. Mais comment faire quand ça te dépasse, quand quelque part tu peux pas. Et parce en que fait là c'est plus le rationnel, c'est le cerveau, c'est le bide, quoi. C'est le bide, c'est le cœur, c'est le corps, c'est tout ça. Et là tu peux pas gérer. Et en fait j'ai l'impression que c'est la même chose. Dans le sens, je suis en train d'expérimenter ça en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est la même chose dans le sens où, quand tu te raccroches, regarde, là, je suis avec toi, là. La seule chose qui existe, là, maintenant, c'est qu'on soit toutes les deux, là. Dans ma réalité, c'est qu'on soit toutes les deux, parce qu'il y a Roman qui est à côté. qu'on soit ensemble, ok? Avec ton chien. Très important. Voilà, très important. Le reste, si je me connecte, par exemple, à quelque chose qui va m'angoisser, ou qui va, je sais pas quoi, là, tout de suite, je suis plus avec toi, je me connecte sur ce qui va m'angoisser, et là, je vais avoir mal au bide, direct. Parce que je suis
je suis connectée à cette angoisse, ok? Mais en final, si je rouvre les yeux là, ce truc là dont je te parle n'est pas là, il n'existe pas. Je suis avec toi là. Donc en fait, il y a pas de problème. Enfin, ce truc-là n'existe pas. Et en fait, quand tu prends conscience de ça, tu prends conscience, tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe vraiment, en fait, là? Vraiment, tu regardes ce qui se passe vraiment. Putain, mais généralement, on est angoissé sur des trucs qui n'existent même, qui sont même pas dans la pièce. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont même pas une réalité maintenant, quoi. C'est ouf. Je vais annuler ma séance de psy de la semaine. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est-à-dire essayer de se préserver un peu et de se dire, ok, attends, en fait, c'est nous, quoi. On est nos pires ennemis, quoi. C'est un truc de fou. Ah, de dingue. De dingue. Parce qu'en plus, et tu parles de cette petite fille, elle a un niveau de pression de réussite sur elle-même pour correspondre qui est immense. Ah bah, complètement. Et puis surtout, par quoi, par qui, comment. Et moi, cette petite fille, j'ai envie de lui dire, enfin, souvent j'y pense, tu vois, et là, je regarde les cahiers d'Esther derrière toi, et il y a une petite fille, elle est trop mignonne. Et je regarde cette petite fille, et je me dis, si c'est moi, la petite, tu vois, elle est en train de jouer à la marelle, ou je sais pas ce qu'elle fait. Un peu, j'ai une frange, j'étais brune. Ah ouais. Ouais, toi aussi. Ouais. Et ben, voilà, qu'est-ce qu'elle se dit, elle, tu vois. En fait, là, elle a l'air de se marrer, et juste d'être dans le moment présent, elle joue à la marelle, elle est trop contente, et en fait, c'est tout de suite, elle rentre chez elle, ou elle est à l'école, et là, tout de suite, elle a la pression sociale de dire, putain, faut que je travaille bien à l'école, faut que tu vois, et en fait, c'est tellement de choses, tellement de pression extérieure. On a tellement de pression extérieure, sociétale, culturelle, machin. Même que en fait, on en oublie quoi de jouer, on en oublie d'être quoi quelque part, tu vois. Et en fait, c'est ça le plus important parce que ça passe super vite et que en fait, je crois, c'est très très bisounours, hein, mais je crois que le plus important, c'est quand même d'essayer de passer des bons moments avec les gens, c'est clair. Et des bons moments avec soi. Et non. On sera jamais parfait et non, on sera jamais la meuf la plus stylée, la plus belle, la plus intelligente, non, et on en a rien à faire en fait. C'est quoi qui est important en fait, tu vois. C'est clair. Mais vaut être quelqu'un de bien et d'avoir des beaux moments avec les gens que d'être richissime mais et sous Prozac. Voilà, et sous Prozac, exactement. C'est ouf parce que je suis en train de me dire que ce moment d'écriture seul, alors non seulement ça a été très certainement thérapeutique parce qu'on le sait, l'écriture c'est sortir de soi beaucoup de choses, mais en plus de ça, t'avais que toi, donc t'as été obligé de passer des bons moments avec toi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça a dû renforcer ton... Bah ouais, et grave, parce que tu vois, j'essayais de me faire à manger, des bons trucs, j'allais me balader, je faisais du sport. Voilà, j'étais là, bah voilà, il y a qu'une personne à qui tu peux prendre soin, là, c'est toi, donc vas-y, fais-le. J'étais vraiment là-dessus, quoi. Et ça m'a aussi reconsolidé cette relation avec moi-même, quoi, c'est sûr. C'est trop beau d'entendre tout ça parce que ça donne encore plus de corps à ton album. C'est tellement intéressant d'entendre les coulisses de la création d'un album. On s'imagine pas le centième en fait de ce que tu dis. Effectivement, notamment la première chanson, il y a un moment où tu parles aussi du passé, de voilà. Mais j'étais à milieu d'imaginer, je me suis dit, c'est stylé, elle est partie dans le Sahara écrire, c'est cool. En fait, je savais pas ce qui se passait derrière et ce qui se jouait, en fait. Ouais, mais d'ailleurs, j'ai enregistré une série de podcasts. Ah ouais? Qui s'appelle Peau Neuve et qui sort là cet été, justement. Trop et cool. où je raconte tout ça. C'est 6 épisodes où je raconte toute la création de mon album et aussi la renaissance un peu intime, entre guillemets, que j'ai vécue par rapport à ça. Parce que j'avais vachement envie de partager ça, avec les gens avant que l'album sorte justement. Ouais. Oui, parce que la fierté elle est là aussi. Ouais. Et puis ça raconte vraiment l'histoire quoi. Et puis je pense que chacun peut se reconnaître dans des histoires comme ça. On a tous vécu ça quoi. Ah bah ça c'est sûr. S'il y a bien un truc qui est universel, c'est ça. Qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui à cette petite fille qui a plein de rêves et qui a aussi la pression de les réaliser? Il y a Tara qui valide nos propos. Hein. Ouais. Désolée. Ouais. Bah écoute, lui dire kiffe quoi. Enfin, te laisse pas trop avoir par cette pression sociale quoi. Te laisse pas trop avoir par tout ça, soit dans ta liberté, soit dans ta créativité, soit dans l'amour, soit dans la vie quoi, tu vois, tout simplement quoi. Et te laisse pas faire quoi. Te laisse pas faire. Te laisse pas faire dans le sens c'est pas du tout combatif hein, mais c'est-à-dire te laisse pas avoir quoi par tout ça quoi, parce que en fait c'est pas facile de pas se laisser avoir je trouve, et faut déconstruire quand même pas mal de trucs. Ouais, c'est ça, parce que petit à petit sans s'en rendre compte on essaye de correspondre à beaucoup de choses. Ouais.
Et à des gens aussi. Même dans les relations, tu vois, je me suis quand même séparée d'un mec avec qui j'étais pendant presque 10 ans. Et depuis, j'ai eu quelques rencontres et tout. Et je vois dans les relations, tu vois, tout de suite les schémas, quoi. Comment tout de suite, tu te recontorsionnes sur l'autre en te disant, ok, je vais essayer de correspondre à ce qu'il veut, ce qu'il attend, ce qu'il machin. Et puis tout de suite, tu fais, hop. Et là, maintenant, je suis là genre, oh, attention. Mais toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Ah oui, putain, merde. Attends, je me suis même pas posé la question, tu vois. ouais. Non, mais c'est quand même hallucinant quand tu y penses. On est pas formaté, les femmes en tout cas, enfin dans des trucs hétéros évidemment, et ben après je sais pas, mais en tout cas moi j'ai l'impression, je vois que les femmes sont tellement formatées dans le truc de ok, qu'est-ce qu'il attend de moi, comment je peux correspondre à ses attentes, on est encore là-dedans, tu vois. Alors et maintenant je me dis mais attends, mais qu'est-ce que je veux moi en fait, et maintenant j'arrive à dire au mec qui me plaît, j'arrive à lui dire ok, moi c'est ça que je veux, c'est ça dont j'ai besoin, si tu peux me l'offrir c'est génial, si tu peux pas, ciao bye. Et je suis pas là à attendre, ok, mais tu peux pas, donc c'est pas grave, je t'attends parce que t'as, et puis je me contorsionne pour toi, et puis parce que... Puis l'énergie dépensée à ça, l'énergie, et puis même la valeur, ça veut dire qu'en fait, en gros, j'estime que j'ai moins de valeur que lui, en fait. C'est clair. Et ça, c'est un truc de fou. Et en fait, moi, toute ma vie, j'ai fonctionné comme ça, en ayant la croyance que j'avais moins de valeur que mon homme, quoi. Ah, mais pareil, je le découvre enfin grâce à un magazine scientifique qui s'appelle TikTok. J'ai suivi un compte hyper intéressant lors de ma dernière rupture et la nana expliquait comment se comporter lors d'un premier date et moi, waouh, ça a changé toute ma perspective. Elle disait, n'y allez pas en disant j'espère vraiment que je vais lui plaire. Allez-y comme à un entretien d'embauche où on veut voir si l'entreprise peut nous correspondre aussi. Ouais. Et moi, j'essayais de me dire ensuite, je vais y aller pour voir si il me plaît. Ouais, et tu vois, ça rééquilibre les choses, en fait. C'est même pas que ça rééquilibre, c'est que ça devient sensé, quoi. Mais c'est sensé parce que t'as envie d'avoir quelqu'un qui te plaît. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, je me pose vraiment cette question. Je me dis vraiment, ok, est-ce qu'il me plaît vraiment, ce mec-là? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, parfois même, ça allait loin dans le sens où ce mec-là, tu lui plaisais. Et donc, comme je lui plaisais, je me disais, bon, bah, putain, c'est une enfin, ouais, je suis pareil. je lui plais, donc, putain, c'est génial. Ça veut dire que j'ai une valeur, tout ça. Ouais. Et sauf qu'en fait, quelque part, genre, tu te poses même pas la question de est-ce que vraiment il me plaît, quoi, tu vois. Mais attends, pire, quand tu lui plais qu'à moitié, ou là, t'essaies de mettre encore plus d'énergie, alors que dans le fond, le gars, il est pas si beau, il est pas si cool. Ouais, ça, c'est un truc tout d'un coup, tu vois, Ça, c'est la, comment on dit, tu sais, affective, la dépendance affective un peu, enfin tu vois, c'est des trucs oui, comme je vois ça, un quoi. peu de quoi tu parles. Non, mais voilà, c'est tous ces trucs là, et c'est très égotique. Tu te rends compte qu'en fait en amitié tu se passes pas ça, tu vois ce que je veux dire, tu vas pas essayer de séduire quelqu'un dont on a rien à faire, quoi, tu vois. Clair. Donc où tu passes un bon moment avec la personne, ou ciao bye, de ouf. Tu vois. Donc c'est pareil en couple, quoi, où c'est cool et genre ça t'apporte quelque chose et c'est cool et c'est marrant, et puis moi dès que ça m'apporte plus, ou que je sens que ça sent le roussi, ou que je sens que je vais me remettre dans un truc pas cool pour moi, bah maintenant c'est ciao, quoi. Non mais imagine une pote à qui t'envoie un message qui te répond au bout de 3 jours, oui, et toi? Ouais, et tu dis, qu'est-ce que je vais faire pour lui renvoyer un message? En fait, non, en mais amitié, tu on lui ferait dis, jamais meuf, ça va, qu'est-ce qui se passe? T'es en bad? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait un truc. Enfin, tu crèves l'abcès direct. Alors qu'un mec, tu vas rien faire, tu vas dire, oui, enfin, c'est complètement fou. J'envoie pas des screenshots de mes conversations avec mes potes à d'autres potes. Ouais. Tu vois, c'est clair. En amour, les conversations, elles sont à 10, en fait. Elles sont pas de... Ouais, c'est clair. Non, mais c'est pour ça, je pense qu'il faut faut renforcer son rapport à soi, sa confiance en soi. Tu vois, pour avoir des relations plus saines, quoi. C'est très très con, franchement, mais c'est vrai, quoi. C'est moins t'es en sécurité avec toi-même, moins t'es en sécurité avec l'autre, quoi. C'est débile, hein, mais donc c'est là où plus le mec te veut aussi, hein. Ça marche comme ça, t'attires tellement à toi des mecs plus positifs qui ont envie Après, de ça dépend, parce que moi je pars du principe que je pense que c'est vraiment énergétique, et que je pense que tu vois, moi j'ai été 10 ans avec un mec où j'étais totalement en insécurité, et je pense que lui il était peut-être aussi, et on s'est attiré. Je pense que c'est pas parce que t'es en insécurité que t'es pas en couple, tu vois. Tu peux totalement être en super insécurité et rencontrer quelqu'un qui est aussi en super insécurité et être en couple. Et même pour aller plus loin, je supporte pas le côté sois bien d'abord avec toi-même avant de chercher quelqu'un. Ah ouais, non mais ça m'énerve aussi. Pardon, on peut aussi avoir le droit de attends, on est tous en vrac quelque part, n'est parfait, et on peut être totalement aimable en étant en vrac. Enfin, il y a aucun problème, hein. De ouf. Et puis on peut aussi apprendre l'un de l'autre. Le couple, ça sert aussi à ça, heureusement. Tu te rends compte, sinon ce serait chiant, quoi. Complètement. Donc non, moi je pense comme toi totalement, et je pense que justement c'est hyper beau tu vois, moi je me suis montrée
je me suis jamais autant montrée fragile devant des hommes depuis que je suis séparée, parce que justement je montre qui je suis et je suis pas juste la meuf qui assure, machin, qui est là, qui gère tout, qui est hyper solaire, qui est hyper drôle. Non, je suis une meuf aussi parfois hyper sensible, hyper émue, hyper insécure et puis même parfois hyper maladroite parce que je sais pas comment dire mes sentiments, que je me trouve peut-être pas assez bien, et mais c'est pas grave en fait. Je dis tout ça, bah ouais, je me trouve pas assez bien, je suis émue, je suis insécure, tu me plais, donc je suis ultra fébrile, tu vois. Et je le dis, et en fait je me dis mais putain, mais en fait si cette personne là elle est pas capable d'accueillir ça, elle n'est pas capable de m'aimer et de m'accueillir. Donc en fait c'est très bien si le mec il entend ça et ça le touche et que en ayant vu ça de moi, il a envie de moi. Je me dis, bah, c'est de l'amour. Là, il y a une relation. Si le mec, il voit un peu ma fébrilité et direct il se barre en se disant, putain, la meuf, machin, mais merci de partir maintenant, en fait. Ouais, c'est qu'il a peut-être pas travaillé sur sa fébrilité. Ou qu'il est pas prêt. Exactement, qu'il est pas prêt, en tout cas, à accueillir la mienne. Et donc, dans ces cas-là, qu'il est pas prêt à m'accueillir. Et donc, dans ces cas-là, ça n'a pas de sens, tu vois. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense que c'est très important, même dans les premiers dates et tout ça, de montrer sa vérité. Voilà, montrer sa vérité, c'est aussi, voir si, c'est vraiment ça pour moi aussi, voir s'il y a quelque chose qui peut se passer avec quelqu'un. Si la personne est prête à accueillir ta vérité, c'est que c'est donc plutôt bon signe. Ah ouais, c'est clair. Pendant quasiment 10 ans, j'essayais d'être superwoman pour qu'on m'aime, tu vois. Il fallait, comme tu dis, que je réussisse dans tout, parce que je me sentais pas aimable en étant qui je suis. Il fallait que je fasse plus. Comme beaucoup de gens. Et en fait, bah, on m'aimait pas parce que j'étais pas quelqu'un de réel. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. En fait, les gens tombent amoureux aussi de petites failles. Ça fait le charme. Et les gens tombent amoureux de la vérité. Moi, je me rends compte que quand je tombe vraiment amoureuse de quelqu'un, la chose dont je tombe amoureuse, c'est pas la perfection et la beauté, hein. C'est toujours la faille et la sensibilité. Ouais, c'est ça qui me donne envie d'embrasser quelqu'un et de prendre quelqu'un dans les bras. C'est de me dire, j'ai envie d'être avec lui, quoi. J'ai envie pas de l'aider, mais j'ai envie de lui donner de l'amour, j'ai envie de lui donner de l'amour, simplement, en fait, tu vois. Mais si c'était Monsieur Parfait, ça m'intéresserait pas. J'aurais même pas envie de le prendre dans les bras. Ça me gênerait carrément, tu vois. Ouais, je suis pareil. Il y a un sort de truc qui est tellement touchant et surtout chez les mecs à qui on n'apprend pas à être vulnérable, quand ils arrivent à le faire, c'est trop touchant. Moi aussi, j'adore, ça me fait craquer. Ouais, et puis moi, moi j'ai toujours eu des mecs très féminins dans le sens où avec cette part féminine très sensibilité. Vraiment à assumer aussi souvent des artistes, hein, donc qui assument beaucoup aussi leur sensibilité, des gens inspirés, tu vois, donc très très sensibles. Et ça va, t'as survécu aux mecs artistes parce que bah ouais. Putain, les musiciens. Ouais, c'est mais quelque chose quand même. Mais je pense qu'on parle pas des mêmes parce qu'il y a les musiciens un peu rockers qui se la pètent et qui tombent toutes les nanas, toutes les petites fans et tout ça, et ceux-là, moi je les connais pas, c'est-à-dire que c'est pas du tout ma sensibilité. Okay. Moi les mecs dont je te parle, c'est des gens qui sont vraiment des artistes hyper inspirés, hyper ancrés aussi, ancrés, très philosophes, des gens vraiment très sains et qui ont pas de problème justement d'ego, qui ont pas besoin de se taper plein de filles pour se dire qu'ils sont bien ou qu'ils sont aimables, tu vois. Ouais, celui-là on le met de côté, moi c'est même pas qu'on le met de côté, c'est que moi ça m'attire pas et que ça résonne pas avec moi, ça vibre pas, j'ai aucun, tu vois, moi je suis pas du tout attirée par des gens séducteurs, tu vois. Moi moins tu me séduis, plus tu me séduis, quoi. Ah, j'adore. Ouais, c'était passionnant, Natch. Merci beaucoup pour tout ça. Moi, j'en ai pris plein. Je te dis, je vais annuler ma séance de psy. Je te fais un lidiage. Non, ça va. On retrouve Ponov, du coup, le 20 octobre. Et t'as une date à la Cigale. 18 mars. Le 18 mars. Et je pars en tournée à partir de l'automne aussi. Ouh, trop cool. Tu pars dans toute la France? Ouais, dans toute la France, ouais. Trop cool. Bon, bah, longue vie à Ponov et merci beaucoup pour ce super épisode. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.